Je suis Arnaud Gonzague, rédacteur en chef adjoint du Nouvel Obs. Effectivement, on dit le Nouvel Obs, on disait l'Obs, on a dit le Nouvel Observateur, on a dit France Observateur, on est au Nouvel Obs maintenant. Journal pour qui, vous le savez sans doute si vous le lisez, si vous le feuilletez, si vous l'avez lu, si vous le lisez dans le futur, pour qui les questions environnementales, les questions démocratiques, les questions de lutte des classes et des genres et des sexes, etc., sont liées. Parce qu'il y a évidemment un lien entre tout ça. Et on le voit très bien, c'est qu'effectivement, en ce moment, il y a un reflux, un backlash, ce qu'on appelle un backlash en bon français. Et ce reflux, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, on peut le constater depuis, j'en sais rien, évidemment, il ne date pas de l'élection de Donald Trump, il était déjà là avant, la montée des populismes, etc. Sans doute, vous êtes tous, comme l'a dit Sarah, vous êtes tous sensibilisés à ces questions, donc vous êtes tous sidérés par ce qui se passe. Et la sidération, c'est une très mauvaise arme. C'est le pire qui puisse arriver, parce que quand on est sidéré, on est comme un lapin dans les phares, comme on dit, on est tétanisé. Mais par contre, il faut que vous vous rassuriez, c'est que nous aussi, les journalistes, qui soient du camp simplement démocratique, sans même parler d'être de gauche ou d'être progressistes, nous sommes et nous avons été aussi totalement sidérés par cette espèce de machine à écrabouiller tout, à écrabouiller le bon sens, à écrabouiller la vérité, à écrabouiller la science, effectivement, qu'a mis en œuvre Donald Trump et ses affidés et ses relais en Europe et aujourd'hui certains médias que je ne citerai pas qui relaient le tout et n'importe quoi et l'imprégnation même des méthodes trumpistes dans les discours de certains politiques nous a sidérés. Et cette sidération, il faut effectivement y mettre fin. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se relève les manches, qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on nomme déjà les choses. Et en fait, quand on s'est rencontrés avec Sarah et ses équipes pour parler de cette journée, effectivement, c'est notre 5e édition du Week-end des possibles et la 3e ici dans cette belle Académie Climat que nous remercions pour son invitation depuis 3 ans. Quand on en a parlé au début, à partir du moment où le mot backlash, reflux, régression, etc., ont été lâchés, paradoxalement, ça a été un grand soulagement. Vous savez, c'est comme ce qu'on dit, quand on découvre le nom de la maladie, déjà, elle n'est pas forcément vaincue, mais déjà au moins on sait ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a insisté pour que ça s'appelle backlash. Lutter contre le backlash. Ne pas rester les bras ballants à regarder cette chose qui est en train d'avancer, dont on ne sait pas ce que ça va donner en Europe et en France dans les années qui viennent, ce poison antidémocratique, ce poison autoritaire, populiste, antiscientifique, misogyne, qui est en train de se répandre, et raciste, qui est en train de se répandre partout. Il ne faut pas le laisser avancer. Donc, on espère que ici, avec ces 2 jours, ces 2 journées d'échange qui vont avoir lieu, de débat, de réflexion, où il y aura une grande place qui va être laissée à la parole, à votre parole, vous qui êtes venus ici, pour interpeller les gens ici qui seront là, les experts, les associatifs, les scientifiques qui viendront discuter. On espère que ce sera un des lieux de, je ne sais pas quoi, retrouver une conscience qu'en fait, ça n'est pas inéluctable, que l'histoire nous a montré que l'avancée de la bêtise, l'avancée des affects et des passions tristes n'est jamais inéluctable et qu'on doit effectivement lutter. Et la première chose de lutter, c'est déjà de prendre conscience, de mesurer. Et c'est donc ma transition toute faite pour cette première table ronde qui s'appelle « État des lieux du backlash écologique ». On ne va pas effectivement annoncer que des très bonnes nouvelles au cours de ces 2 jours, vous imaginez bien, mais on prend le parti, on a pris le parti de se dire que c'est à partir du moment où les choses sont dites qu'on commence déjà à lutter. À partir du moment où on dit il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, on commence à s'interroger même sur les stratégies des forces progressistes, des forces écologistes. Est-ce qu'elles ont fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il y a un autre discours peut-être qui peut être mis en œuvre, etc., etc. Toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse définitive, mais on a des gens, nous on sait faire venir des gens et les interroger pour qu'on puisse tous ensemble réfléchir. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à mon camarade Sébastien Billard. Sébastien Billard, il est là, il est très occupé, a déjà discuté avec ses intervenants, qui va donc animer cette première table ronde. Cécile Prieur, qui est responsable, rédactrice en chef, directrice de la rédaction du Nouvel Obs, viendra vous parler tout à l'heure, vous dire quelques mots à 14h45. Et moi, je vous retrouve peu après avec Cyril Dion. Voilà, je te laisse la parole, Sébastien. Merci. Allez-y. Bonjour à tous, bienvenue. On va donc parler de backlash écologique aujourd'hui.
Et pour commencer, on va essayer de faire un état des lieux de ce backlash, justement, essayer de le mesurer, l'analyser, d'en comprendre un peu les causes. Et puis, on va aussi essayer, si on a le temps, de voir comment on pourra essayer de combattre ce backlash écolo. Pour en discuter, on a 3 invités aujourd'hui. On a Amélie Deloffre, qui est cofondatrice de Parlons Climat. Parlons Climat, qui a publié plusieurs enquêtes d'opinion, dont l'une sur le positionnement des Français par rapport à l'environnement. On en parlera, mais c'est une étude qui montre notamment que la préoccupation environnementale est assez stable et assez élevée encore aujourd'hui en France. On accueille aussi Léonard Dermarkarian. Vous êtes chargé de plaidoyer chez Quota Climat. Quota Climat a publié il y a quelques semaines une grande étude sur la désinformation climatique dans les médias français. Qui montre qu'il y a quand même une centaine de cas de désinformation qui ont été relevés en l'espace de 3 mois, ce qui est quand même assez conséquent. Et puis, Benoît Caletahu, vous êtes coordinateur de l'Observatoire de la transition énergétique et sociale à la Fondation Jean Jaurès. Et vous venez de publier une note sur la voiture, sur son importance politique et sur la manière dont cet objet a été aussi instrumentalisé pour nourrir ce fameux backlash. Pour commencer, Léonard, est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept de backlash? Qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Et surtout, quand est-ce qu'il est apparu dans l'histoire, justement? Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Le backlash, en effet, c'est un terme assez précis qui peut se retrouver notamment dans les années 90. Un ouvrage a médiatisé ce terme. C'est le livre de Suzanne Faludi qui revenait sur le backlash lié à l'essor des mouvements féministes et au progrès qui avait été acquis dans les années précédentes. Et on a souvent l'habitude de penser que le backlash, ça signifie retour de bâton. Mais la vraie traduction du backlash, c'est revanche. Et ce terme de revanche désigne une intentionnalité, une forme de revanche politique de la part de certains acteurs par rapport à des évolutions dans la société. Et donc sur ces éléments-là, c'est peut-être le premier point à avoir en tête. Le backlash, ce ne serait pas un mouvement naturel de la société par rapport à des progrès. C'est au contraire une initiative, une intentionnalité de la part de différents acteurs, potentiellement plutôt réactionnaires, plutôt hostiles à certaines évolutions de la société en matière sociale, environnementale, économique, qu'il faut garder en tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est face à, à un renversement de l'opinion publique sur l'écologie ou plutôt à une instrumentalisation politique de l'écologie? Il y a plusieurs chiffres qui le montrent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de backlash généralisé dans la société aujourd'hui. Il n'y a pas de backlash généralisé dans la société en France et dans le monde parce que plusieurs études le montrent. Il y a une étude assez inédite qui est parue l'année dernière dans Nature Climate Change, qui est une revue scientifique, qui a fait une étude sur près de 130 000 personnes dans 25 pays. Et le constat était assez simple. 89% des personnes interrogées soutiennent une action climatique renforcée. Ça veut dire qu'il n'y a seulement que 11 personnes qui ne seraient pas favorables à une action climatique renforcée. Ce chiffre-là, il est majeur parce qu'il montre qu'il y a une très large majorité en France et dans le monde sur ce sujet-là. Donc il n'y a pas de backlash généralisé dans l'opinion. Il y a en revanche une volonté de backlash, c'est ce que je disais précédemment, de la part de certains acteurs. Et ces acteurs, en matière environnementale, ce sont des acteurs qui n'ont pas intérêt à la transition écologique. Les industries fossiles, l'économie de l'attention comme les GAFAM, les mouvements d'extrême droite, les groupes complotistes et des acteurs étatiques qui peuvent fonder une partie de leurs ressources ou de leurs revenus sur les ressources fossiles notamment. Donc ça, c'est le premier point. En France également, on voit qu'il y a près de 8 personnes sur 10 qui s'inquiètent des conséquences du changement climatique. Et donc, on voit bien, à travers ces 2 éléments, qu'il y a une illusion, notamment dans le débat public, du backlash. Ce n'est pas parce que plusieurs acteurs mettent en avant un backlash que celui-ci existe dans la société, et c'est peut-être le premier point à retenir. Alors, on va revenir sur la responsabilité des politiques et des médias dans quelques minutes, mais avant, Amélie, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que ce backlash écologique, il est fortement à nuancer, en France notamment? Oui, tout à fait. On en entend beaucoup parler dans les médias et c'est vrai que nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de backlash? Effectivement, il y a des décisions politiques, il y a un changement politique et réglementaire, mais quand on regarde dans l'opinion publique en détail, comme tu le disais, les Français ne se sont pas retournés contre l'environnement, pas du tout. Effectivement, il y a une sorte de dépriorisation quand on regarde, nous, dans nos sondages. Donc, on a sorti une étude qui s'appelle « Les Français par le climat 2025 ». Effectivement, l'environnement a été dépriorisé. C'est le sujet numéro 3 en termes de priorité pour le pays, pour les Français. Derrière le pouvoir d'achat, la santé, l'immigration, la sécurité. Ça a perdu 4 points
en 3 ans. Pour autant, est-ce qu'il y a une chute? Non, pas tellement. C'est qu'on est quand même dans un contexte polycrise. Les Français, effectivement, sont inquiets de toutes parts. Hein, le contexte géopolitique, les fins de mois difficiles, etc. La difficulté à trouver un médecin. Pour autant, est-ce que l'environnement est dépriorisé? Non. Il faut prendre un peu de recul et se dire que sur les 10 dernières années, en fait, on a réussi à mettre à l'agenda de la politique. Il y a eu des victoires énormes pour l'écologie et l'environnement. Il y a eu les accords du climat, il y a eu les marches pour le climat, il y a eu le pacte vert européen. Effectivement, là aujourd'hui, on est dans un nouveau chapitre, mais il n'est pas à douter que l'environnement est pour l'immense majorité des Français un sujet extrêmement important. L'ADEME, il y a un baromètre de l'ADEME qui s'appelle les représentations sociales du changement climatique, qui est effectué depuis 25 ans, donc c'est un peu le repère, et qui demande, qui demande aux Français quelle est l'importance que vous accordez au sujet environnement. De 1 à 10, la moyenne, c'est 7,7. Donc c'est haut. Et il y a 37% des Français, 37%, un tiers des Français qui mettent entre 9 et 10 sur 10. Donc c'est hyper important. Par contre, là où effectivement il y a une petite distinction à faire pour moi, c'est l'environnement en tant que sujet général. Tous les Français disent l'environnement, c'est super important. Quand c'est la transition, quand c'est l'écologie qui est prise dans un cadre politique avec des écologistes, portés par des écologistes, donc plutôt citadins, plutôt en tout cas perçus comme une élite culturelle et située à gauche de l'échiquier politique, effectivement, dans ce cadre-là, l'écologie peut tendre une partie des Français. Benoît, vous avez beaucoup travaillé sur l'énergie et la voiture électrique. Est-ce que vous partagez aussi cette conception du backlash écolo tel qu'il se déploie aujourd'hui? Alors oui, effectivement. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation. On est ravis d'avoir ce partenariat avec vous pour cet événement qui est effectivement crucial aujourd'hui parce qu'on voit que le backlash est en plein milieu du débat et qu'il y a un sentiment de rejet de l'écologie. Donc nous, les travaux qu'on a menés à la Fondation Jean Jaurès sur différents sujets, en particulier celui-là, mais aussi la voiture, montrent effectivement que ce backlash est à relativiser très largement, sans forcément d'ailleurs opposer les acteurs, qu'ils soient privés, publics, les usagers. Parmi ces acteurs-là, le sujet n'est pas binaire. Il y a des acteurs qui effectivement rejettent l'écologie, d'autres qui agissent en particulier dans les entreprises qui sont par ailleurs essentielles à la transition énergétique et climatique. Peut-être un exemple d'ailleurs, avant de rentrer sur le sujet de la voiture rapidement, sur le sujet de l'entreprise, on voit notamment en Europe de l'Est, je prends un peu de champ par rapport à ici, et notamment dans ce qui se passe avec monsieur Orban, on voit qu'a priori, ces mouvements populistes pourraient rejeter les mesures climatiques ou même la transition vers une économie bas carbone. Or, on voit que les États d'Europe de l'Est ont une très forte volonté d'électrifier leurs usages à travers un développement des énergies bas carbone de manière générale, que ce soit le renouvelable ou le nucléaire, non pas pour des raisons effectivement écologiques, mais avant tout pour des raisons de souveraineté, et notamment de souveraineté industrielle, pour s'affranchir évidemment de la Russie, notamment sur le gaz fossile. Donc on voit que le sujet écologique est très étroitement lié à la fois au sujet de souveraineté et à l'économie. Sur la voiture aussi, le sujet est à relativiser évidemment, puisque la majorité des Français, on le voit, ne s'opposent pas aux véhicules électriques, notamment dans les études d'opinion. Ce qu'on peut dire sur le sujet en introduction, c'est que ce sujet de la voiture est central pour les Français et que les politiques de transition en matière de mobilité doivent avant tout penser la voiture comme une expression de la liberté, et c'est le cas notamment depuis les années 60-70, en tout cas c'est le symbole. Et on voit que dans la période récente, et on va, j'imagine, y revenir, le sujet de la transition de l'automobile pose question, d'abord d'un point de vue de son coût. Évidemment, ça ne vous a pas échappé que les véhicules électriques coûtent un peu plus cher que les véhicules thermiques, mais il faut voir d'où on part. Et notamment au regard des 10 dernières années, on voit que la stratégie des constructeurs, en particulier français, a conduit à, augmenter le poids des véhicules de manière assez substantielle, et 2, d'adopter une stratégie commerciale qui vise des véhicules premium, ou en tout cas de grande qualité, qui sont vendus très cher. Donc à partir de là, évidemment, quand on se convertit à l'électrique, du coup ça reste très cher et c'est encore plus cher. Ce qui conduit de manière générale une difficulté d'accès aux ménages aux véhicules, qu'ils soient d'ailleurs thermiques ou électriques. Et donc c'est ça qu'il faut penser déjà, c'est-à-dire d'où on part en matière de filière
automobile. Bref, pour conclure l'introduction, je relativise également le sujet du backlash. Très rapidement, il y a un élément que j'ai oublié de préciser. Sur l'information environnementale dans les médias, nous sommes tous consommateurs et consommatrices de médias. Qui pense que l'information environnementale aujourd'hui est anxiogène et catastrophiste? Je vous demande de lever la main. Qui pense que l'information environnementale est tournée vers les solutions? Voilà. L'Observatoire des médias sur l'écologie a montré en 2024 que dans les programmes d'information des médias audiovisuels, l'environnement est évoqué à seulement 3,7%. C'est en baisse de 30% par rapport à 2023. Et les solutions également couvertes ont baissé de 30% par rapport à 2023. Donc il y a un vrai enjeu autour de ces sujets-là. Et la volonté de backlash prend y compris part dans le traitement médiatique des enjeux environnementaux. Pour vous, la responsabilité des médias est assez forte dans ce mouvement qu'on sent poindre? Il y a une responsabilité collective, puisque les médias ne sont pas les seuls fabricateurs du débat public et de l'opinion publique. J'en reviens à la volonté de backlash, mais le GIEC l'a rappelé dans son rapport il y a 3 ans, les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions, la volonté d'agir et les comportements vis-à-vis du changement climatique. Est-ce qu'il y a des médias en particulier que vous avez identifiés comme étant à la manœuvre sur ce sujet, où justement la voiture, l'agriculture, l'énergie sont mobilisés pour alimenter une sorte de ressentiment? Oui, il faut distinguer 2 choses. Quota Climat travaille sur l'amélioration du traitement médiatique des enjeux environnementaux, j'ai parlé du constat, et également ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation climatique. Sur cette question de la désinformation climatique, certains médias sont en pointe. La note préliminaire que Quota Climat a rédigée avec 2 autres associations, Data for Good et Science Feedback, sur le premier trimestre de l'année 2025, a montré qu'il y avait en effet 128 cas de désinformation climatique. 128 cas, ça fait 10 par semaine, c'est-à-dire que vous allumez votre télé, votre radio, vous en avez au moins 1 par jour. Ça ne veut pas dire sur tous les médias. Parmi les 128 cas qui ont été disséqués, CNews et Sud Radio totalisent la moitié. La désinformation climatique, elle se concentre à 80% dans l'audiovisuel privé et à 20% dans l'audiovisuel public. Donc on pourrait se dire l'audiovisuel public est moins concerné, mais c'est également aussi d'une certaine manière préoccupant que ce soit à 20% parce que l'audiovisuel public incarne des valeurs et une représentation dans la société qui est décisive sur ces éléments-là. Et ça concerne en effet les 2 sujets principaux, c'est désinformation sur les voitures électriques, alors que Benoît a très justement précisé qu'il n'y a pas d'opposition aux voitures électriques dans l'opinion, et énergie renouvelable. Vous vouliez rebondir, Benoît? Oui, peut-être très rapidement, parce que nous, on a travaillé sur ce sujet à la Fondation Jean Jaurès, notamment il y a 2 ans, je crois maintenant, sur finalement l'évolution du sentiment climato-sceptique en France, et notamment le traitement médiatique associé au climat. Et c'est vrai qu'on avait noté une chose intéressante, c'est que le JT de 20h à l'époque, en tout cas TF1, France 2 et France 3, ne consacrait que 3% de leur reportage mensuel au changement climatique. Donc c'est vrai que ça pose question, ça évidemment, et déjà il y a le nombre et la façon dont c'est traité. Et un autre fait intéressant qu'on a regardé, c'est qu'on s'est amusé à chercher des livres sur le climat dans le moteur de recherche de la FNAC. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça un jour, mais c'est intéressant parce que ce qui émerge en fait, en tout cas ce qui émergeait à l'époque, et je crois que ça n'a pas beaucoup changé, c'est que en fait, il y a les premiers livres qui arrivent, ce sont des livres qui sont à tendance climato-sceptique. Ça, c'est vrai que ça pose question en matière de responsabilité des distributeurs ou des diffuseurs de contenu de manière générale. Amélie, Je veux bien rebondir et nuancer et compléter. Nous, on a réalisé la première étude en France sur les climato-sceptiques, parce qu'on ne les connaît pas. Donc on les regarde à travers les sondages et on dit ils sont 30, 40%, ça change selon la méthode. Bon, super, ce qui est intéressant, c'est pas savoir combien ils sont. 1/3 des Français, certes, en fait c'est un peu tout le monde, du coup. C'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je nuancerais en disant que l'information c'est hyper essentiel, c'est hyper clé, mais ça suffit pas du tout. Les sciences cognitives, elles ont montré que l'humain, il n'est pas mu par la recherche de vérité. C'est pas parce qu'on a tout compris, tous les graphes et tous les discours des scientifiques qu'on va agir. On est mu par nos valeurs, par notre identité et par notre idéologie politique. Dès lors qu'on nous propose des informations qui remettent en question qui on est, on n'écoute pas. Et on devient ce qu'on appelle climato-sceptique, qui n'est pas du dénialisme, qui n'est pas le changement climatique n'existe pas. Le climato-scepticisme en France, et c'est peut-être le cas partout dans le monde, mais nous n'avons étudié que la France, c'est des individus en fait, qui se défendent de la transition. Alors effectivement, il y a une partie de climato-sceptiques durs, 1/4, qui sont effectivement des opposants politiques ou des complotistes et qui estiment qu'en fait, on nous ment ou il y a un clivage gauche extrême droite assez fort. Mais le reste, en fait, c'est pas du tout ça qu'ils nous disent. C'est des gens qui se disent, bah, en fait, vous stigmatisez mon mode de vie, vous m'interdisez de prendre l'avion, de faire de la chasse, de prendre la moto, c'est mon loisir, vous m'emmerdez. C'est des gens qui sont extrêmement contraints, qui sont climato-lésés, qui au quotidien ont un mode de vie hyper contraint
et qui se prennent dans la figure des gestes individuels et une consommation responsable qui consiste à manger bio, acheter une voiture électrique et acheter Made in France beaucoup plus cher, et qui ne le peuvent pas. Donc quand on ne peut pas, soit on dit je suis nul, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça, soit on se rebiffe et on dit de toute manière le bio, la voiture électrique et tout le reste c'est de la merde. Merci les écolos. Donc il y a une question comme ça, c'est ça en fait ce que nous disent les climato-sceptiques, c'est qu'ils ne s'y retrouvent pas et que parfois la transition elle est incarnée par effectivement des individus qui sont plutôt un peu tous les mêmes. Il n'y a pas trop de diversité dans les représentants qui portent la parole climat. Donc effectivement, quand on ne se reconnaît pas et qu'à la télévision et dans les médias, on voit des gens qui ne nous ressemblent pas, qui ne parlent pas comme nous, qui n'ont pas notre mode de vie et qui font des propositions politiques, on se dit, ils n'ont rien compris, qu'ils rentrent chez eux. Voilà, c'est ce que je voulais nuancer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des erreurs commises de fait par ou le mouvement écolo ou par certains gouvernements dans la manière de déployer justement des politiques écologiques? Est-ce qu'il y a eu des failles? Je ne sais pas si c'est des erreurs. Après, on essaye tous de faire avancer la cause, donc on le fait avec qui on est. Et ce qu'on voit, c'est évident qu'on ne peut pas se décentrer et aller penser à des modes de vie qu'on ne connaît pas. Mais effectivement, écouter, c'est la base. On a mis ça de côté. Donc il y a eu des conventions citoyennes, on n'a pas tenu compte des résultats. On a eu les cahiers de doléances qu'on n'a pas rendus publics. Donc effectivement, on a fait des erreurs, mais effectivement, elles sont pensées d'en haut, elles sont pensées depuis les villes, et ça ne marche pas trop, quoi. Aujourd'hui, il faut faire différemment. Benoît? Oui, je reviens, je rebondis, merci beaucoup sur le sujet de la route, parce que c'est essentiel. Effectivement, moi je serais peut-être un peu plus tranché sur le fait d'avoir fait des erreurs, et je crois qu'on en a fait des grosses erreurs, notamment au cours de la décennie 2010, à commencer par la mise en place de l'écotaxe pour les poids lourds. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a coûté 1 milliard d'euros aux finances publiques. L'écotaxe pour les poids lourds est nécessaire d'un point de vue de la transition et même d'un point de vue de du financement des infrastructures, puisque les poids lourds usent la route nettement fois plus que les voitures, en l'occurrence peut-être 10 000 fois plus, c'est proportionnel au nombre d'essieux. Je vous laisse regarder les chiffres précis, mais en tout cas, ça use beaucoup plus la route. Et par ailleurs, les poids lourds, aujourd'hui, au niveau européen, traversent la France sans apporter aucune ressource fiscale. Donc en gros, du nord de l'Europe jusqu'à l'Espagne, sans même faire le plein, ni quoi que ce soit d'autre. Donc, la question de faire contribuer les poids lourds, évidemment, au financement des infrastructures et de manière générale à la transition est évidente, mais néanmoins, on se rend compte qu'en 2014, on s'est heurté à une résistance. Donc on parlait d'ailleurs à l'époque, je ne crois pas de backlash, mais plutôt de bonnet rouge en Bretagne. Et en l'occurrence, on voit qu'il y a eu une instrumentalisation politique très forte de cette question écologique pour des raisons qui sont vraiment populistes. Enfin, je ne reviendrai pas dans le détail sur cette crise-là, mais là, on voit qu'il y a eu une grosse erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact qui a été menée à la fois par le gouvernement et de manière plus générale par les pouvoirs publics et les parties prenantes pour voir si cette mesure pouvait être mise en place d'un point de vue technique, économique et social. Et plus récemment, évidemment, il y a le sujet de l'augmentation de la taxe carbone qui a donné lieu à la crise des Gilets jaunes. Tout ça pour dire, je pense qu'on a fait des grosses erreurs en matière d'études d'impact, à la fois avant les mesures, et j'y reviendrai, avant de prendre les mesures, et puis de suivi aussi de ce qu'on fait. Donc ça, d'un point de vue démocratique, je crois qu'il y a eu des grosses erreurs de fait. Je pense que l'ensemble des acteurs en ont bien conscience aujourd'hui, et j'espère qu'on va faire mieux à l'avenir. Mais en tout cas, on a un point de blocage, parce que remettre l'écotaxe dans le débat public aujourd'hui, du coup, c'est très très compliqué, quoi. Alors que c'est nécessaire, on le voit. Il y a un sujet de tension qui existe aujourd'hui sur la voiture, c'est la ZFE, qui sont contestés. Est-ce que sur ce sujet-là aussi, le backlash écolo, il a été nourri par peut-être des erreurs dans la manière dont ces ZFE ont été conçus, mis en place, selon vous? Là, très certainement aussi, en tout cas, c'est peut-être pas le même type d'erreur, mais de même, l'étude d'impact n'a pas bien été menée dans le sens où les ZFE, on en parle depuis 10 ans, et en 10 ans, on aurait eu largement le temps de penser des alternatives, déjà avec l'industrie automobile, comme je l'ai dit, qui a une certaine orientation vers le haut de gamme et la production low cost à l'étranger. On aurait pu penser des alternatives à la mobilité compétitive, locale, etc., ce qui n'a pas été fait. Et là, on se retrouve avec quelque chose, un objet politique qui n'est pas très bien défini, finalement. Des fantasmes, en pensant que les ZFE concernent la très grande majorité des Français, alors qu'en réalité, ça concerne 800 000 personnes. On voit qu'il y a certaines municipalités, certaines métropoles qui instrumentalisent le sujet pour s'opposer au gouvernement. Et on voit aussi que les ZFE ne sont accompagnés d'aucune sanction.
Donc, bon, du coup, comme pas mal d'autres choses d'ailleurs, dans la loi d'orientation des mobilités sur le véhicule électrique, il n'y a pas de sanction. Donc, on voit que le sujet est compliqué d'un point de vue politique. Et puis, par ailleurs, sur le fond, il y a aussi potentiellement un sentiment d'exclusion de certaines catégories de la population. J'insiste sur le mot sentiment, puisque là, on parle vraiment de ressenti et pas d'objectivation. C'est d'ailleurs un gros sujet, je pense, dans le backlash. C'est que le sujet de la mobilité est aussi un sujet de sentiment d'exclusion sociale et géographique, puisque les ZFE pourraient, au conditionnel, bloquer l'accès aux centres urbains des véhicules les plus polluants, et notamment des zones rurales ou périurbaines. Donc erreur, effectivement, mais là, on est complètement perdu sur le sujet aujourd'hui, comme on le voit dans le débat public. On a parlé de la responsabilité médiatique dans ce backlash écolo. On n'a pas encore parlé du personnel politique. Est-ce qu'on a des forces politiques qui sont particulièrement à la manœuvre sur ce sujet-là, et lesquelles? Oui, juste, il y a un élément qui me vient en tête sur les ZFE qui est sorti récemment dans la presse. Qui a entendu parler que la pollution de l'air avait été divisée par 2 à Paris en 20 ans? Bien. Donc les médias ont fait leur travail sur cet élément-là. Qui a entendu les raisons pour lesquelles la pollution de l'air avait été divisée par 2 en 20 ans? Un peu moins. Donc cette question de constat, cause, conséquence, solution, c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur, notamment avec l'Observatoire des médias sur l'écologie. On essaie de disséquer le traitement médiatique des enjeux environnementaux. Et parfois, l'information peine à frayer son chemin, y compris en termes de compréhension de la chaîne causale. Donc ça, c'est un premier élément important. Sur la question des acteurs, il n'y a pas que les acteurs politiques, en fait. C'est ce que j'ai tenté de dire au début. Chez Cota Climat, qui a été créé en 2022, on a constaté vraiment un avant et un après sur le traitement écologique des enjeux environnementaux l'hiver dernier, au moment de la crise agricole où la question ici était assez saillante. C'est le premier moment où les effets de cadrage ont changé. C'est le premier moment où notamment des chaînes d'information comme BFM TV ont pu opposer de front écologie et agriculture. 25 janvier 2024, grande émission BFM Télé, agriculture versus écologie, la fracture. Je crois que les agriculteurs ont quand même besoin de leur environnement pour produire du maraîchage, des semences, que sais-je. Ce premier élément-là, il est assez saillant et il montre un avant et un après. Le deuxième élément qui est saillant, et on va en revenir aux acteurs politiques, c'est qu'il y a des acteurs, notamment au niveau agricole, qui ont commencé à déployer un discours sur l'inefficacité des politiques agricoles autour du rôle de l'État. Et ça, notamment, c'est le rôle de la coordination rurale. La coordination rurale, en janvier 2024, j'ai retrouvé ça en préparant l'entretien, un syndicaliste de la coordination rurale dit « Une voiture de l'OFB qui entre dans une exploitation sera brûlée sur place ». 3 semaines après, à Poitiers, on dépose des lisiers et des déchets agricoles devant les locaux de l'Office français de la biodiversité. Donc, l'avant et après du traitement médiatique autour de l'écologie se passe au moment de la crise agricole. Il est initié par certains acteurs qui souhaitent capitaliser à nouveau sur des difficultés liées aux politiques de transition, à la transition vers le bio, à la fin de certains pesticides employés, mais qui, face aux difficultés, capitalisent sur ces ressentis et ces difficultés pour obtenir une position préférentielle dans les médias. Et l'articulation avec les acteurs politiques arrive ensuite. Certaines enquêtes ont montré par exemple les liens entre la coordination rurale, notamment dans l'Aude, et le Rassemblement national. Et au-delà de l'articulation entre ces acteurs, il y a une évolution du débat public qui amène à transformer la manière dont les enjeux sont parlés. Je parlais des effets de cadrage tout à l'heure, on est là-dedans. Et donc c'est comme ça que se fraye un chemin vers de nouvelles représentations, à rebours soit des évolutions, soit des faits également que les médias ne rappellent pas nécessairement je ne veux pas généraliser, j'essaie de détailler à chaque fois qu'il y a différentes positions médiatiques qui existent. Mais cet élément-là est assez important. Et comment est-ce que certains acteurs, notamment économiques, syndicats agricoles, monde de l'entreprise également, peuvent capitaliser sur une volonté de backlash, alors qu'en termes d'évolution de réglementation, il y a un soutien de plus en plus massif, y compris au niveau européen, sur le pacte vert, sur les textes critiqués aujourd'hui, CSRD. 61% des personnes interrogées parmi les 200 plus grosses entreprises européennes soutiennent les efforts de transition de l'Union européenne. Donc c'est cet élément-là qui est assez important et c'est ce qui détermine du coup la manière dont les citoyens vont comprendre les enjeux environnementaux. S'ils voient qu'il commence à y avoir des dissensions, en fait, ça sème le doute. Et cette fabrique du doute, elle est décisive dans la volonté de backlash aujourd'hui de la part de certains acteurs. Benoît, cette fabrique du doute, est-ce que dans
dans le secteur automobile, elle a aussi été nourrie par les constructeurs, par exemple. Est-ce que ce qu'on observe dans l'agriculture, avec des lobbies agricoles qui sont à l'offensive pour ralentir la transition, est-ce qu'on a vu la même chose dans le secteur automobile ? En tout cas, bon, il ne faut pas jeter la faute, évidemment, et je rejoins ce qui a été dit. Il ne faut pas être binaire. Ce n'est pas uniquement, évidemment, la faute des constructeurs si on se retrouve dans la situation actuelle, notamment de ralentissement des ventes de véhicules électriques en France, ce qui est un peu une spécificité, d'ailleurs, au niveau européen. Une chose est sûre, c'est que ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de publicité qui est consacrée à l'automobile, et en particulier à l'automobile des grosses voitures thermiques, des SUV et compagnie. Donc ça, effectivement, c'est quand même un sujet, et le budget consacré est vraiment très important, qui chiffre en plusieurs millions d'euros chaque année. Et donc c'est toujours autorisé. Donc là, il y a une responsabilité qui est partagée, évidemment, des diffuseurs, des publicitaires, des constructeurs, des acteurs de la filière, mais aussi du gouvernement. Je pense qu'il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu une fabrication du doute, mais néanmoins, il y a des choses qui ne sont pas dites suffisamment fort aujourd'hui. Donc je profite de cette tribune pour les dire, notamment sur le système automobile actuel, qui est très négatif pour les Français. En premier lieu, ça coûte cher, plus de 3 500 € par an par ménage, donc ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages au détriment de pas mal d'autres choses, en particulier l'alimentation. Je pourrais aussi parler du foncier et de l'immobilier, mais ces deux choses-là pèsent fortement sur la consommation des ménages. Deuxième chose, le système automobile actuel, ou la filière automobile actuelle, entretient notre dépendance énergétique vis-à-vis des pays tiers, en particulier les pays producteurs de pétrole. Et donc ça, évidemment, c'est pas terrible, parce qu'on est à la merci, au-delà même des sujets climatiques, d'un certain pouvoir commercial. Et troisième chose, évidemment, ça ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de congestion, de pertes de confort, de temps, etc. Donc ne serait-ce que pour ces trois raisons-là, le système aujourd'hui n'est pas adapté, donc il faut imaginer quelque chose d'autre. Et c'est vrai, de réduire les sujets de mobilité au sujet de la ZFE, c'est vraiment très dommage. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la note en partenariat avec Transport et Environnement. Vous dites justement dans la note que les forces progressistes n'ont pas de discours politique justement sur la voiture et que ça manque. Ça pourrait ressembler à quoi un discours écolo progressiste sur la voiture aujourd'hui justement ? Peut-être que, pour rejoindre ce qui a été dit juste avant sur la partie plus large de la responsabilité politique, c'est vrai que ce qu'on observe de manière très générale dans les partis politiques aujourd'hui, et ça dure depuis quelques temps, c'est un appauvrissement considérable des réflexions sur l'écologie. À la fois sur l'état de l'écologie, bon, même si le SGPE a fait un travail remarquable de manière interministérielle sur l'état des lieux, la pensée de l'action écologique dans l'ensemble des partis est très pauvre. Ça a diminué au cours du temps. Donc, évidemment, sur les sujets de mobilité, ça se traduit par le fait qu'il n'y a pas de réflexion forte. Le gouvernement actuel, et en particulier Agnès Pannier-Runacher, qui défend la mobilité bas carbone et notamment les ZFE, adopte un discours d'ailleurs sanitaire maintenant, au lieu d'adopter un discours écologique pur et simple, sur le fait que les ZFE sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air, réduire les cancers, etc. Donc, effectivement, le sujet de la responsabilité de l'appauvrissement est clair. Et il n'y a pas de réflexion. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être une politique pour la voiture ? Comme je le disais, peut-être en premier lieu, de considérer la voiture comme un élément essentiel aux Français. Peut-être le premier sujet d'ailleurs, c'est que la voiture, c'est une expression de la liberté individuelle qui est très chère à nous tous, et qui a été illustré depuis les années 60-70. C'est un prolongement du domicile privé, la voiture, donc effectivement, on ne peut pas dire on fait une politique de transition des mobilités sans la voiture. Donc c'est considérer la voiture au centre du jeu, quand on parle de mobilité, mais considérer tout moyen de mobilité bas carbone. C'est-à-dire, il y a deux sujets pour réussir, à mon avis, la transition des mobilités, en particulier la voiture. C'est favoriser les conditions d'accès aux véhicules électriques. Et donc là, on le voit, l'achat n'est pas forcément l'unique façon de faire. Il y a ce qu'on appelle le leasing social, qui a d'ailleurs été lancé par le gouvernement actuel. Enfin, il y a
d'ailleurs, je ne sais pas si c'est actuel, mais en tout cas, il y a un an, le gouvernement, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a rempli entièrement ses objectifs. Donc l'idée, c'était de donner accès aux véhicules électriques à des populations précaires sur base de revenus, etc. Donc nous, on dit que le dispositif pourrait être repris, mais de manière différente. Par exemple, ça pourrait être l'État ou du parapublic qui pourrait acheter un parc de véhicules, puis le louer à différents acteurs, que ce soit d'ailleurs les loueurs ou des individus en fonction de leurs revenus ou de leur patrimoine, pourquoi pas. Donc ça, c'est le premier point, donner accès, aussi penser des alternatives. On a une mesure phare dans notre note, c'est dans les zones rurales ou périurbaines de développer ce qu'on appelle un car express régional, facile à faire, qui coûte moins cher que le ferroviaire et qui permet de développer d'autres formes de mobilité dans les territoires. Et puis, dernier axe, c'est une fois qu'on a le véhicule, de s'assurer qu'on peut rouler avec, et notamment de développer des bornes de recharge dans les territoires, à la fois côté privé et côté public. Je crois qu'en France, d'ailleurs, on est assez bon sur le sujet, et donc il faut continuer. Donc on a plusieurs façons de faire, mais je pense que oui, effectivement, le principal sujet, c'est quand même donner des conditions d'accès aux véhicules, à la voiture, mais aussi à des alternatives qui sont pensées dans les territoires de manière je dirais global. Le sujet, c'est surtout de ne pas opposer, et je crois que c'est d'ailleurs un des fils rouges de notre discours, c'est pas opposer les acteurs, pas opposer les modes, c'est-à-dire tout penser dans un territoire. Les différents modes de transport qui sont complémentaires, qu'on sorte effectivement de la logique du tout voiture, tout en gardant une part importante de la voiture, mais en développant d'autres formes. Je le dis, le car express régional, ça peut être le ferroviaire le cas échéant, le vélo si c'est OK, etc. Il nous reste 5 à 10 minutes. Est-ce que des gens veulent intervenir, poser des questions dans la salle ? Un, deux, oui. Est-ce que vous constatez un backlash au niveau européen des directives, par exemple, comme le CSRD de transparence et de reporting au niveau des enjeux environnementaux ? Qui veut répondre ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le CSRD, justement Oui, la CSRD, c'est donc il y a plusieurs directives au niveau européen qui ont été mises en place globalement depuis 2019 pour rappeler la responsabilité des entreprises par rapport à la transition écologique, rappeler leurs devoirs de vigilance également. Et en fait, ça fait 5 ans. Donc, on commence à avoir des études là-dessus qui apparaissent et qui apparaissent au moment où des personnes, et y compris le président de la République lors de Choose Friends là, cette semaine à Versailles, qui se disait très favorable en fait, à arrêter ces régulations qui globalement proposaient plus de contraintes que d'avantages. Je vais mentionner très rapidement les responsables RSE, notamment d'entreprises, commencent à avoir des chiffres qui expliquent qu'il y a 61% des personnes interrogées, on est sur des profils qui sont au cœur de ces politiques, qui soutiennent la CSRD. En fait, il y a quelque chose qu'on peine encore à comprendre, notamment dans la manière dont le débat médiatique est structuré, c'est qu'on oppose encore économie et écologie. La réalité, en fait, c'est que la transition vers des solutions bas carbone, la réduction de l'empreinte carbone des entreprises, non seulement c'est un impondérable, mais c'est surtout un levier de compétitivité. En fait, si vous arrivez à vous adapter aux nouvelles technologies et au contexte en termes de ressources dans lesquelles votre activité va se développer, en fait, vous allez pouvoir gagner des parts de marché, vous allez pouvoir recruter, vous allez pouvoir développer toujours plus de nouveaux projets. Et ça, la Commission commence à le comprendre. Elle a développé un nouveau volet pour lier compétitivité et information environnementale et travaille notamment à lutter contre la désinformation climatique. Donc le soutien, malgré le backlash, en fait, reste majoritaire, ce qui n'empêche pas certains de tenter de le faire diminuer. Oui, peut-être pour compléter sur ce sujet de la CSRD de manière générale, sur le rôle des entreprises et de ce qui a été dit à Choose France par le président de la République, parce que l'idée c'était de reporter les normes d'un an, et puis il a dit effectivement il faudrait peut-être abandonner carrément pour certains pans le reporting, le suivi associé à la CSRD. Alors après, je pense que ce qu'il faut dire quand même, c'est que les entreprises, elles n'ont pas attendu les normes pour mesurer leurs impacts, parce que c'est important pour elles, je pense en particulier pour le secteur des assurances par exemple, d'anticiper les impacts, ne serait-ce que sur leur modèle économique, et l'impact que ça pourrait avoir sur leur compétitivité, etc. Donc il y a des mesures qui sont faites. Après, effectivement, l'établissement des normes, et en particulier la CSRD, ça peut conduire à des suivis ou de mettre à disposition des ressources pour produire du suivi.
Donc ça, effectivement, il faut le faire avec parcimonie. Et donc, il y a peut-être des ajustements à faire. Je pense qu'il faut essayer de trouver une troisième voie entre supprimer complètement, maintenir en l'état, et ça peut poser des difficultés administratives pour le coup et des dépenses associées. Néanmoins, il faut quand même maintenir le cap, parce que si on ne le fait pas, pour le coup, là, on revient en arrière, et effectivement, c'est une porte ouverte au backlash, ou en tout cas aux populistes qui disent les objectifs écologiques ne sont absolument pas clairs, la navigation est impossible, à commencer pour les entreprises d'ailleurs. Moins de performance économique, à nouveau. Je crois qu'il y a une question ici. Merci à vous pour cette conférence. Je ne suis pas opposée à la voiture électrique. Je pense qu'on doit réfléchir à des solutions alternatives aussi, mais je voulais juste... on n'a pas du tout évoqué le coût environnemental quand même de la voiture électrique, qui est lié un peu aux industries extractivistes, pollution minière, etc. Et si on le projette avec une industrie de masse comme ça, de produire pour la 3/4 de la planète, des voitures électriques, voilà, c'est juste dans les alternatives, quand même, juste relever quand même qu'il y a le coût environnemental de la voiture électrique. Oui, merci pour la question, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, c'est un autre bénéfice très important de la filière électrique. Quelques chiffres qui sont largement, pour le coup, démontrés par les scientifiques, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on a peu parlé d'ailleurs du rôle des scientifiques dans le fait de poser les choses d'un point de vue rationnel. Donc la voiture électrique, elle émet 2 à 5 fois moins de CO2 que son équivalent thermique sur l'ensemble du cycle de vie. Ça, c'est le premier chiffre, 2 à 5 fois moins sur l'ensemble du cycle de vie. Et le deuxième sujet, c'est de considérer effectivement l'extraction des métaux, que vous avez mentionné très justement pour les batteries, qui peut être problématique, mais il faut le comparer au pétrole, puisque c'est une situation relative. Et ce qu'on a comme chiffre, c'est qu'il faut extraire 500 fois moins de métaux pour fabriquer une batterie, qui est la majorité du véhicule électrique en termes de valeur ajoutée, que de pétrole pour faire rouler une voiture thermique durant toute sa vie. 500 fois moins de métaux. Donc, en fait, le sujet est... Et je dirais assez clair, la filière électrique est très très bénéfique sur le plan environnemental, uniquement sur le plan environnemental, sans parler d'autre chose, toute chose égale par ailleurs, que son équivalent thermique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Là-bas et puis... Oui, merci pour cette présentation. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le côté fictif du backlash citoyen manipulé par un certain nombre de médias. Vous avez parlé aussi du backlash politique un petit peu, j'aurais été plus loin. Il y a un vrai backlash politique aussi bien au niveau européen avec la régression sur le pacte vert, qui était quand même une ambition de transition écologique pour la première fois des institutions européennes, et régression des deux mandats macronistes. Mais il y a un troisième aspect, je pense, sur lequel il faut insister, c'est la façon dont les gouvernements donnent la place nécessaire au débat démocratique sur ces questions-là. Et là, je pense, on a la principale régression. Cette Convention citoyenne du climat dont vous avez parlé, 10% seulement des propositions sont reprises. Le grand débat national, et vous avez dans les mairies une série de cahiers de doléances qui ne sont jamais exploités. Vous avez aujourd'hui une grosse régression sur la Commission nationale du débat public, qui est l'organe d'analyse démocratique de l'impact des décisions environnementales. Voyons comment on a traité les manifestants sur les méga-bassines. Bref, il y a là un recul démocratique orchestré par les gouvernements sur lesquels, à mon avis, vous n'avez pas assez insisté. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non. Moi, j'ai envie de revenir au rôle des médias. Pas nécessairement responsabilité, mais le rôle des médias. On a parlé notamment juste avant des ZFE. On peut parler aussi des méga-bassines. Les méga-bassines, c'est peut-être le deuxième moment dans l'année 2024 où il y a un tournant dans la manière dont les mots sont employés par des acteurs politiques pour discréditer des acteurs du débat public. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement grave parce qu'on atteint une dimension du débat public où le discrédit est porté sur des acteurs avec lesquels il y a un désaccord sur des solutions ou non. Sur le débat sur les méga-bassines, très clairement, les oppositions sont frontales, mais ces oppositions frontales-là, théoriquement réglées par la parole et les échanges, y compris au Parlement, sont désormais réglées par le discrédit. Un ancien ministre de l'Intérieur, vous voyez peut-être très bien qui c'est, a notamment parlé d'éco-terroristes. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un premier élément. Le rôle des médias pour pouvoir
apaisé face à des volontés de polariser sur les questions environnementales, il est décisif. Et il est décisif comment? Qui on invite? Quelles questions on pose? Comment on rappelle les faits? Comment est-ce qu'on fait dialoguer des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles? Comment est-ce qu'on trouve des ponts entre des personnes qui ont des intérêts contradictoires? Et ça, Parlons Climat le montre bien, par exemple, notamment. Sur ces enjeux-là, à nouveau, les médias sont décisifs. Le seul souci, si l'information environnementale est faible, c'est en partie aussi parce que, malgré des efforts de transformation des médias et des journalistes, une meilleure connaissance des enjeux environnementaux ne fait pas masse aujourd'hui. Et donc, il y a encore des médias, soit qui capitalisent sur une volonté de mettre une personne pro et anti-climat, soit carrément sur une volonté en fait, de créer du clash sur ces enjeux-là. Et ben, quand vous regardez qu'il y a du clash à la télé, vous avez moins envie de comprendre. Et en fait, moins comprendre, moins vouloir se positionner par rapport à ça, c'est laisser aussi un boulevard à d'autres acteurs qui capitalisent dessus. On va prendre une dernière question, peut-être par ici, parce que l'heure file et on va devoir laisser la place. Bonjour, j'ai une question sur les 500 fois à moins. Est-ce que vous tenez compte du fait que le cuivre, c'est à 0,2%, le cobalt à 0,04, etc., sur tout ce qu'il faut extraire? Et d'un autre côté, par rapport à cette évolution voiture, etc., il y a aussi le mur de la possibilité d'extraire. Alors, ce n'est pas tellement le lithium et les terres rares, parce qu'il y en a partout, mais le cuivre en particulier, là, apparemment, on est quand même... là, on sait plus que les autres terres, que les autres... Et aussi, alors, il y a un mur à la fois au point de vue extraction par rapport à ce qu'on veut faire, mais en plus par rapport à la planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de choses à faire pour 2050, mais on n'a pas de plan de circularité à terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des éoliennes, alors qu'en fait, les éoliennes, ça dure 20 ans. Donc, il faudrait un plan actuellement déjà de circularité pour les renouveler. Moi, j'ai fait un calcul. Il faudrait, à terme, sur le flanc atlantique, entre le Portugal et le nord de l'Europe, remplacer chaque jour 100 éoliennes. 100. Et ça, il n'y a rien de prévu. Et on part sur un mur énergétique et un mur de ressources dans 20 ans. Alors effectivement, pour répondre merci beaucoup pour la question d'ailleurs, parce que c'est intéressant d'en débattre. On pourrait organiser un autre débat sur le sujet, je pense, sur le sujet des véhicules et de leur circularité. Donc sur le sujet des métaux, il n'y a pas photo, on peut peut-être parler de 500 à 400, mais il n'y a pas photo qu'un véhicule électrique, en tout cas une batterie, nécessite moins de métaux qu'un véhicule thermique pour extraire du pétrole. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y a des doutes sur peut-être de 400 à 500 fois. Je vous rejoins en revanche sur votre deuxième partie de la question sur la circularité. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez regardé en détail, mais il y a une stratégie importante en Europe pour développer des batteries, des gigafactories de batteries, c'est-à-dire des grandes usines qui produisent des batteries européennes, et notamment en France, pour alimenter les véhicules électriques, avec une technologie particulière qui s'appelle le NMC, nickel, manganèse, cobalt. Donc l'idée, c'est encore une fois de produire en particulier sur le sol français. Il y a des projets emblématiques, ACC par exemple, ou Vercor en France. Donc très bien, produisons en France, mais où est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'il y a une stratégie de recyclage? Est-ce que d'une part, ces batteries sont recyclables? Est-ce que la chaîne de valeur du recyclage existe aujourd'hui? La réponse est non. Donc, en grande partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, ces batteries, une fois qu'elles seront produites, on va aller les recycler, en tout cas sans alternative à date, en Chine. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pensons, et je rejoins la question sur l'aspect démocratique, pensons ensemble. C'est pas à la Commission européenne ou au Parlement ou au Conseil européen, c'est pas uniquement au gouvernement, c'est pas uniquement aux industriels de penser ça. C'est organisons des débats comme cela, par exemple, pour penser avec l'ensemble des acteurs de la chaîne une stratégie pertinente pour recycler ces batteries NMC. C'est vrai sur les batteries NMC et c'est vrai sur d'autres sujets. Et je pense que d'un point de vue démocratique, il y a un enjeu à organiser des débats, évidemment, entre parties prenantes, public, privé, usagers, journalistes, etc. Pour la finalité, par exemple, pour définir une stratégie de recyclage et comment on définit une chaîne de valeur qui soit équitable, économique et sociale, etc., au niveau local, ça c'est la finalité. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi sur la forme d'organiser des débats démocratiques comme cela, c'est-à-dire donner conscience aux gens qui pratiquent l'écologie, sans forcément en parler. C'est-à-dire donner la capacité à des acteurs, notamment des citoyens, de s'exprimer sur la question écologique sans employer forcément des termes
qui soient qualifiés de technocratiques, mais de parler de leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font en matière écologique, comment ils voient les choses. Et cette façon de faire, c'est-à-dire de donner la possibilité à des acteurs de formaliser leur action, ça c'est très fort, parce que ça responsabilise, on a parlé du rôle de l'individu tout à l'heure, ça engage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit clairement que ça manque, puisqu'il n'y a pas d'enceinte pour le faire. La Convention citoyenne est un bon exemple, parce que je crois que ce sujet, non pas de fond, de finalité, puisqu'on voit que toutes les mesures n'ont pas été reprises, je ne vais pas revenir sur ça, mais néanmoins sur la forme, c'est intéressant. On voit que des acteurs, des citoyens membres de cette convention ont changé d'avis, ou en tout cas ont réussi à formaliser leurs contraintes, en discuter de manière opposable, transparente, dans un climat bienveillant, parfois effectivement un peu houleux, en tout cas bienveillant, les gens s'écoutaient, et ont réussi à formaliser. Et je pense que c'est ça qui manque d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire organiser des enceintes au niveau local, notamment, pour formaliser, à la fois sur le fond, on l'a dit, et la forme. On va devoir conclure là-dessus, puisque le temps imparti est largement dépassé. Merci à tous.